L'ours se tient immobile à quelques mètres. Je fais face au sommet de la chaîne alimentaire et je retiens mon souffle. C'est la moindre des choses quand on dévisage le seigneur de la banquise. Je sais la puissance qui émane de ses quintaux de muscles, de ses griffes profilées pour décapiter un phoque ou un homme, de ses mâchoires capables de broyer n'importe quel de mes os. J'avance d'un pas, mes yeux plantés dans les siens, l'ours reste imperturbable. Je dois maintenant prendre une décision cruciale. Faut-il partir en courant ou faire le mort? Agiter les bras en criant ou acheter cette carte postale représentant l'animal emblématique de l'Arctique sous l'inscription « Welcome to Greenland ». J'opte pour la dernière solution et attends sagement mon tour à la caisse du duty-free. Situation moins périlleuse qu'une rencontre physique avec un ours blanc, mais néanmoins délicate. Il me reste 4 heures à tuer avant ma correspondance et aucun bar n'est ouvert à 130 km à la ronde. Le site de Kangerlussuaq propose un concept original, celui d'aéroport international planté au milieu de rien. Le nœud aérien du Groenland, point d'entrée du territoire, ne s'embarrasse pas d'une ville, pas plus que d'une route, le reliant à une autre ville. Point de départ. Ok. Alors déjà, merci à tous d'être venus. Voilà, cet extrait montre, comme Marie-Christine l'a un peu expliqué au début, que j'essaie de mettre un peu d'humour dans mes récits de voyage, et aussi, comme elle l'a précisé, que moi je ne suis pas un aventurier, un alpiniste, un grand navigateur, un explorateur, comme beaucoup de gens qui sont publiés dans cette maison d'édition. Moi je suis un voyageur, j'ai écrit pas mal de récits de voyage, mais c'est jamais des voyages qui impliquent un exploit physique, parce que je ne suis pas quelqu'un de très très sportif. Mais voilà, je suis quand même allé dans pas mal d'endroits, et cette intro un peu avec de l'autodérision sur l'histoire de l'ours, c'est pas vraiment un ours mais dans une carte postale, voilà, c'était pour montrer ce côté-là, mettre un peu d'humour dans les récits de voyage et caricaturer un petit peu le côté aventure et danger qui n'est pas forcément présent dans le voyage. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je ne suis pas le premier voyageur à visiter le Groenland. Tout un tas de vikings, de baleiniers, de missionnaires, d'explorateurs, de scientifiques et de sportifs ont balisé le chemin avant moi. Les récits de ces plus ou moins glorieux prédécesseurs ont modelé nos imaginaires. Nos consciences sont parsemées de représentations des univers polaires. Un igloo dans le blizzard par-ci, de pauvres esquimaux alcoolos par-là, des ours en perdition sur une banquise qui font trop vite. La réalité, bien sûr, persiste à rester plus complexe que les images d'Épinal. Il ne faut pas en vouloir aux images d'Épinal, elles ont du mal à s'adapter à un monde qui change trop vite pour elles. C'est pour ça que je voyage, pour embrasser le réel sans l'intermédiaire d'un écran, tout en sachant qu'il est déjà périmé au moment où je passe à l'étape suivante. Jusqu'à présent, je pensais vers les tropiques, aimantés par les zones où l'on vit dehors, où la distinction entre la rue et la maison est ténue. Je visais toujours le sud, là où les vêtements sont assez légers pour se déplacer, vivre, aimer facilement. Le sud facilite le mouvement, on y danse sans encombre. Sans vraiment connaître le nord, je l'associais au figé. Voilà, moi je pense que voyager c'est toujours un petit peu aller à l'encontre de des stéréotypes qu'on peut avoir sur les pays, d'aller à l'encontre de ses propres préjugés. Donc un pays comme le Groenland qui charrie quand même un imaginaire assez riche et assez vaste, voilà, essaye de montrer ça au tout début du récit, puis après aller sur le terrain pour voir si la réalité correspond à ça. Et souvent les clichés peuvent être vrais sur les pays qu'on ne connaît pas. Parfois ils sont véhiculés, parfois ils sont complètement faux. Et voilà, je vais peut-être vous expliquer pourquoi je suis allé au Groenland. Moi, j'avais jamais eu l'idée d'aller là-bas, bien que mon but dans la vie, c'est de visiter tous les pays du monde et d'aller un petit peu partout, parce que la planète est inépuisable de diversité. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que je voyage quand même assez intensément. Et mon appétit du voyage ne s'est pas émoussé. J'ai toujours envie d'aller découvrir des endroits que je ne connais pas, et le Groenland me faisait un peu rêver, mais il y avait ce côté un peu compliqué d'accès. Voilà, c'est un pays qui peut se faire de manière touristique, mais si on veut le voir de manière un peu plus fine, voilà, ça implique de la navigation souvent, ce que moi je suis incapable de faire parce que je suis pas un marin. Et donc voilà, un jour Marie-Christine Guérin a eu l'excellente idée de venir me voir en me disant est-ce que tu vas faire un livre chez nous, chez Guérin ou Paulsen? Alors j'ai dit oui, pourquoi pas. Elle m'a d'abord proposé de couvrir le Tour de France. Je trouvais que c'était pas une mauvaise idée, mais que c'était pas assez exotique. Je fais ouais, pourquoi pas. Et après elle m'a dit chez Paulsen, on est quand même spécialisé
les récits polaires. Et voilà, du coup, ça m'a tout de suite plus intéressé quand elle m'a proposé d'aller au Groenland, tout simplement, parce que j'y étais jamais allé. Et tous les endroits où je suis jamais allé sont des endroits où j'ai envie d'aller. Et comme je l'explique dans ce passage, moi j'ai un tropisme plutôt vers le sud, parce que c'est des pays plus faciles d'accès, où c'est simple de voyager, ça ne demande pas beaucoup d'équipement, une petite chemise suffit. Et voilà, donc les éditions Paulsen et Guérin ont monté ce voyage-là, qui a eu lieu sur un voilier qui s'appelle Atka, qui est la propriété de quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce que je crois qu'il est connu à Chamonix, qui est François Bernard dit Ben, qui est un guide de Chamonix, et qui donc a acheté ce bateau pour en faire entre autres une résidence artistique itinérante. Donc il a la bonne idée d'inviter des artistes pour découvrir les univers polaires dont il est passionné. Et voilà, donc lors de ce voyage, je suis parti sur ce bateau avec Gilda Flao, dont on peut peut-être montrer le livre ici, qui lui est un peintre et qui a fait ce livre magnifique Le ballet des glaces. De peinture, d'aquarelle sur notre périple. Et moi je me suis chargé des mots, vu que je suis incapable de prendre une photo correcte ou de faire un dessin. On a fait ce voyage ensemble qui a duré un peu moins de 3 semaines sur le bateau. Donc on a navigué le long de la côte ouest du Groenland, en partant d'Ilulissat, qui est un peu la capitale touristique du pays, où il y avait le plus fameux glacier qui baigne des icebergs absolument impressionnants, miraculeux, magnifiques. Et on a fait un tour dans cette baie de Disco, qui est une sorte de miracle esthétique. Tous les deux, plus on était accompagnés par deux jeunes et fringants marins bretons, qui, Dieu merci, conduisait le bateau, parce que bon, je pense que Gilda était capable, lui, de naviguer, mais moi, pas du tout, parce que j'avais à peu près jamais mis les pieds sur un bateau. Et donc ce bouquin, Briser la glace, c'est un récit de voyage au Groenland, donc j'essaye de faire un portrait de ce pays-là, d'expliquer comment ça marche, d'aller à la rencontre des gens. C'est aussi un récit de navigation par quelqu'un qui ne sait pas du tout naviguer. Donc moi, j'avais un petit peu peur quand même. Parce que voilà, c'est pas des conditions de navigation qui sont extrêmes, mais c'est pas les plus faciles non plus. Hein. C'est pas les petits bateaux où on va prendre l'apéro sur la Méditerranée. Il y a quand même des icebergs, il fait pas forcément chaud, même s'il faisait pas très froid. Et donc voilà, c'était aussi mon apprentissage de mousse, de moussaillon auprès de ces 3 comparses qui étaient tous les 3 bretons, donc forcément plus compétents en termes de navigation que moi qui viens des Alpes, mais qui ne suis pas montagnard pour autant. Donc voilà, ce livre se passe principalement sur ce bateau. Oui, il faut aussi préciser que ces 3 gaillards-là, je les avais jamais rencontrés avant de monter sur le bateau. Donc je me suis dit, chouette, des nouveaux gens, super. Mais je ne savais pas si on allait bien s'entendre, si on allait devenir amis pour la vie, s'entretuer au bout de 48 heures, ou peut-être tout simplement s'ennuyer. Et il se trouve que ça s'est super bien passé parce que tout le monde était content d'être là, forcément, parce que c'est quand même, comme vous l'avez compris, une opportunité assez extraordinaire qui nous était offerte. Donc voilà, tout ça s'est passé dans une ambiance amicale et on était quand même tous émerveillés de découvrir à la fois ces paysages du Groenland qui, pour moi, sont les plus beaux paysages que j'ai vus sur Terre. Alors, comme je vous ai dit, j'ai quand même pas mal voyagé, je crois que je suis allé dans 70 pays, quelque chose comme ça. Et vraiment, ce que j'ai vu là-bas m'a époustouflé par sa beauté. Et puis, voilà, c'est aussi la rencontre des Groenlandais, donc les descendants du peuple inuit, qui est un peuple tout à fait remarquable parce qu'il a su survivre dans des conditions extrêmement hostiles pendant des millénaires. Parce qu'au Groenland, on ne peut pas trop faire planter des tomates, donc voilà, ils n'avaient que la chasse et la pêche pour survivre, alors qu'il fait quand même très froid. Et Mais attends, voilà. Oui, je vais peut-être un petit peu trop loin sur le Groenland. Juste un truc, n'hésitez pas à poser des questions, même à m'interrompre, que ce soit un échange plutôt qu'un dialogue. Le Groenland est le pays témoin du changement climatique. Personnalités politiques, vedettes de cinéma et sauveurs autoproclamés de la planète viennent en pèlerinage, de préférence accompagnés d'équipes de télévision, pour verser une larme sur les glaciers ruisselants. Le point de la ralliement, c'est le Sermeck-Kujalleq, que les environs d'Ilulissat, ou Jacobson, car tous les patelins ont un double nom, contemporain et colonial. La capitale touristique du Groenland, à 600 km au nord de Nuuk, c'est le plus important glacier de l'hémisphère nord.
Il draine des myriades d'icebergs et d'adeptes du tourisme climatique. On se presse pour admirer la beauté d'un monde qui part en morceaux avec le frisson qu'offre le spectacle des apocalypses en cours. Je brûle de voir ce glacier, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Arrivé à l'aéroport d'Ilulissat, où un panneau indique qu'il est interdit de fumer la pipe, je saute dans un taxi, descends au port, enjambe à Bain-Stagage, salue 3 hommes que je ne connais pas, largue les amarres et file vers le nord, debout à la barre d'un voilier, le vent salé soufflant sur mon visage, la caresse de l'aventure qui démarre. À peine sorti du port, je slalome entre les icebergs. Au contact direct des éléments, je frôle des montagnes de glace. Je suis l'homme ballotté par les flots de son destin face aux puissances gigantesques de la nature. À moi Conrad, à moi Melville. Voilà. C'est beau, hein? C'est une sorte de pastiche justement de l'écrivain voyageur qui se la pète un peu. Et donc les lignes, les paragraphes qui suivent montrent justement que en fait, je tiens la barre pendant 15 secondes le temps de faire une photo et qu'après je rends la barre pour ne pas couler le bateau rapidement. Mais cela dit, on ressent quand même cette forme d'exaltation quand on monte sur ce bateau et qu'on commence à naviguer là-dedans. Voilà, il y a quand même le souffle de l'aventure qui vous prend un petit peu. Mais quand même, quand on parle au Groenland de tourisme climatique, c'est quoi? Le fait que les gens viennent pour voir ce pays qui est magnifique et aussi pour voir, voilà, c'est le pays témoin du changement climatique. On connaît tous les histoires de calottes et de glaciers qui fondent beaucoup trop vite. Et donc les gens viennent aussi pour voir ça, le spectacle de l'apocalypse en cours. Même si ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'important c'est la vitesse de la fonte. Donc pour s'en rendre compte, il faut y aller plusieurs fois avec des années d'écart. Donc sur un voyage, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ça, sauf à discuter avec les gens qui, eux, sur place, voient quand même le changement climatique très rapidement en bas de chez eux. Ils le vivent au quotidien. Et puis on voit un peu partout les cartes satellites de ce fameux glacier qui par ailleurs est le coupable pour le Titanic, a priori. C'est de ce glacier que serait sorti de l'iceberg qui a coulé le bateau. Et donc sur ces cartes satellites, on voit bien qu'au fil des années, des décennies, le glacier a reculé de manière beaucoup trop rapide. Donc le glacier qui fait des icebergs. L'iceberg est insaisissable. Il remplit notre champ de vision et se dérobe à nos regards. Il est partout et nous n'en percevons qu'une infime partie. Pudique, il cache l'essentiel de sa masse sous sa ligne de flottaison. L'iceberg est classifiable et nomenclaturé. On le nomme bourguignon quand il est minuscule, sarrasin s'il est émietté. Il est tabulaire, trapu, érodé, biseauté, en dôme ou en pinacle. L'iceberg peut être d'une platitude confondante, criblé de trous, percé comme un tunnel. Tour à tour abrupt, surplombant, skiable, stratifié, luisant ou dégoulinant, on distingue des icebergs pointus, des pointillistes, des icebergs en arche, des icebergs en marche, des titanesques et des pygmées, des vieux comérodes, des bébés de l'année à peine érodés, des immaculés, des acnéiques, des vitreux, des noirs, des bicolores. Certains sont zébrés de résidus terreux ou striés de sable, d'autres baignent dans des reflets turquoises. L'iceberg, comme le nuage, s'offre au contemplatif qui y décèle ce que son imagination décide. Iceberg en forme de champignon, d'iguane ou de canard, de catamaran, de sous-marin, de Pikachu ou de général de Gaulle. Je me garderai de leur conférer une âme. Je ne suis pas encore suffisamment imprégné par l'animisme inuit. Pour l'heure, je les envisage comme des compagnons de route. Gardons les pieds sur terre, même si nous n'avons pas les pieds sur terre. Au final, c'est de l'eau douce et du mystère. Donc il y a des icebergs en forme de général de Gaulle. J'ai peut-être fait l'apéro avant d'écrire ça, je sais plus exactement. Mais effectivement, la variété est tout à fait impressionnante. J'étais un peu embêté dans ce voyage parce que moi je suis pas très fort pour décrire les paysages. Moi je suis plus sur écrire des situations, des scènes avec des gens. Et donc dans mes précédents livres de voyage, je ne m'étais pas trop attardé sur les paysages parce que je trouve que le but de la littérature a changé par rapport au 19e siècle, quand Stendhal ou Flaubert partaient en Orient et devaient décrire les paysages. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de photos, donc les gens avaient besoin de descriptions littéraires. Aujourd'hui, on est abreuvé d'images. Si je vous dis le Groenland, vous avez tout de suite quand même des images directement en tête. Mais là, quand même, c'était tellement beau que je me suis dit, il va falloir que je fasse un petit effort pour rendre compte de ce miracle esthétique. Donc j'ai essayé de trouver des petits dispositifs littéraires pour essayer de traduire l'émotion que je ressentais devant ces paysages. Ouais. Et il y a vraiment tant de variétés?
Oui, alors déjà, il y en a beaucoup. Ces icebergs, leur taille peut aller du flocon de neige ils peuvent atteindre 80 mètres de haut et évidemment c'est juste la surface, comme vous le savez, 80 ou 90% du volume est immergé. Et oui, en fonction de leur ancienneté, ils ont des couleurs différentes, les formes sont dingues parce qu'ils sont toujours en train de se craqueler, de s'émietter. Et puis c'est un paysage qui est mouvant en permanence. Donc on se couche un soir avec un paysage d'iceberg devant soi, on se réveille le matin, c'est un tout autre paysage. Donc il y a ça aussi, voilà, par exemple ici vous vivez dans un endroit qui est quand même pas dégueu, hein. C'est plutôt joli par ici, mais la montagne a priori elle bouge pas. Ça bouge quand même, hein. Il y a la neige, il n'y a pas de neige. Oui, il y a ça. Mais voilà, c'est des variations de tonalité, de climat, alors que voilà, les icebergs bougent et donc le miracle est renouvelé constamment. Et puis les montagnes du Groenland sont pas mal aussi, parce qu'il n'y a pas que la mer au Groenland. Il y a voilà, le Groenland, c'est la plus grande île du monde, c'est grand comme 4 fois la France. Et c'est pas intégralement recouvert de glace comme parfois on l'imagine, mais quand même à 90% la calotte glaciaire qui est la seconde masse d'eau douce sur Terre après l'Antarctique. Mais donc tout autour sur les côtes, sur quelques dizaines de kilomètres, il y a un paysage de toundra en fait. Voilà, c'est des terres assez brunes où il n'y a pas de végétation, il n'y a pas vraiment d'arbres au Groenland. Et voilà, donc entre la calotte glaciaire et la mer, il y a quand même ce littoral où les gens vivent, parce qu'on ne peut pas vivre sur la calotte glaciaire. Et puis il y a le bateau, la vie s'organise à bord, chacun trouve sa place, le capitaine et le second naviguent, le peintre les épaules adroitement. Je prépare le café, j'essaye de me rendre utile, bien que je sache à peine repérer bâbord et tribord. Je ne demande qu'à devenir un bon petit soldat, un humble mousse soucieux d'apprendre en obéissant aux professionnels. Encore faudrait-il que je comprenne de quoi il parle, car mes problèmes linguistiques ne se cantonnent pas à la terre ferme. J'entends des phrases étranges et dénuées de sens à mes oreilles, comme « je vais border le Génois », hypothèse. « Je vais coucher Christophe Colomb ». Je l'offre de 10 degrés. Je rigole quand il fait frais, ou mets un bout en spar vers le point d'armure. Non, pardon. Même manière, c'est compliqué. Mets un bout en spar vers le point d'armure, des fois qu'on pète une bosse de riz. Aucune hypothèse. J'ai toujours pas compris. J'aurais demandé, ils m'ont expliqué 3 fois. Cela pourrait devenir un problème si on me donne une instruction urgente et que je dois vérifier sur Google la signification d'un terme technique. On a tout le temps le coulé à cause de moi, d'autant que nous n'avons pas accès à Google. La marine est une maçonnerie avec ses rites, son vocabulaire réservé aux initiés, et je me fais charrier quand je parle de corde. C'est pas une corde, c'est un bout, corrige le second. Attends, je suis écrivain, le vocabulaire c'est mon métier, je peux te garantir que ce truc en fibre tressée est une corde. Il n'en démord pas, non, c'est un bout. On appelle l'Académie française. T'as déjà navigué avec un académicien? Va pour le bout. Mes camarades ont la gentillesse de traduire les termes que j'ignore. Je note soigneusement mon nouveau vocabulaire nautique et je l'oublie aussitôt. Mon incompétence étant désormais bien établie, je me démène pour ne pas être un poids mort. C'est déjà pas mal. Oui, voilà, donc ça c'est le début de la navigation. Alors au bout de quelques jours, j'ai quand même acquis quelques mini-compétences dans le ménage notamment. Non, mais bon, j'ai quand même appris 2-3 trucs et je serais évidemment incapable de naviguer, mais à la fin j'étais très fier parce que à un moment ils m'ont laissé un quart où j'étais seul à la barre du bateau. C'était de la pleine mer, il n'y avait rien à craindre évidemment, mais voilà, ça faisait quand même plaisir. Il y a eu quand même des nuits d'angoisse, non? Oui, bon, on n'a pas eu des situations vraiment extrêmes, on a juste eu une petite frayeur parce que le bateau s'était calé sur des hauts fonds. Ouais. Donc on avait pris une pierre au fond, donc le bateau était bloqué au milieu de la nuit, donc il faisait pas chaud, on était un peu loin de tout et il y avait des icebergs qui bougeaient autour et puis les icebergs il faut quand même les éviter a priori, c'est ça que j'avais compris dès le début. Et donc là on est resté coincé un petit quart d'heure, donc ils ont réussi à se dégager en sortant le Zodiac pour pousser le voilier qui était quand même un peu penché puis bloqué sur le fond et voilà. Mais sur le moment c'est quand même... Ouais, voilà, pendant 10 minutes bon, il n'y avait pas de situation d'urgence, mais ça aurait pu, si on était resté un peu plus longtemps, ça aurait pu être un peu chaud. Voilà. Et ce qui était incroyable, c'est que juste après ce moment-là, il y avait quand même un peu d'adrénaline. Après c'est redevenu calme, qu'on est reparti, j'ai levé les yeux et il y avait une aurore boréale qui était la première que je voyais de ma vie.
Donc l'association de ces deux moments instantanément, comme ça, une sorte de frayeur où on se dit quand même, ouais, je vais peut-être mourir. Et juste après, ce paysage incroyable de l'aurore boréale qui remplit le ciel, voilà, ça faisait un peu des montagnes russes en termes d'émotion. Ce genre de truc n'arrive qu'en voyage. Paul-Émile Victor a vécu dans cette cabane. Une jolie cabane de bois rouge, branlante et rafistolée, bâtie en 1948 quand les expéditions polaires françaises installèrent ici leur camp de base pour mener des campagnes scientifiques sur la calotte. Paul-Émile Victor avait déjà traversé l'île Nancy 10 ans plus tôt quand il savait choisir ses positions avec un goût très sûr. Nous sommes à une centaine de mètres au-dessus de la mer, avec vue sur le glacier. Eki, une usine à iceberg de 4000 mètres de large et d'une hauteur que je ne parviens pas à évaluer. C'est un tentacule de léviathan de glace qui recouvre le Groenland. La calotte est invisible d'ici, elle ne se cache pas bien loin, on la sent à quelques kilomètres derrière ses reliefs. Autour de la cabane, une quinzaine de bungalows et un café Victor accueillent quelques touristes en été et ne parviennent pas à gâcher la magie du lieu. J'arrive avec mon sac à dos et mon peintre, alors que les marins sont restés à bord pour veiller sur le voilier. Je ne compte pas traverser l'Inland 6, mes ambitions restent modérées. Je voudrais simplement atteindre sa bordure, le caresser. 6 heures de marche ai-je vu pour y accéder. Plutôt 8 ou 10, rectifie le taulier du lodge, un jeune Danois venu nous saluer. Le peintre fait la moue, l'information compromet notre balade. Le taulier s'étonne de notre présence, s'enquiert de notre moyen de locomotion. Nous pointons Atka, garé au loin. C'est au tour du taulier de faire la moue et de me prodiguer quelques consignes. Vous ne devez pas marcher au bord de l'eau. Il faut respecter un périmètre de sécurité d'une vingtaine de mètres. Quand le glacier vèle, des gros blocs de petits tsunamis se forment, c'est très dangereux. Le Danois insiste. Soyez vigilants en mer aussi. Entre le moment où les blocs lâchent et celui où l'onde frappe la côte, il ne se passe que 2 ou 3 minutes. Vous devriez prévenir vos gars sur le voilier. Il faut impérativement rester en eau ouverte. Il a bien fait de les prévenir quand même. Parce que peu après, au retour de notre balade, on a effectivement vu ce glacier qui lâchait d'énormes morceaux de glace. Et dans la mer. Voilà, et alors déjà le bruit est tétanisant. Et l'onde produite, effectivement, donne une sorte de petit tsunami. Et donc sur la plage en face, 2-3 minutes plus tard, on était juste au-dessus, donc en sécurité, et on voit déferler des blocs de glace, mais gros comme des camions, des petits camions, mais qui se fracassent sur la côte. Et c'est bon, j'ai utilisé un cliché, mais là, la puissance de la nature nous tient vraiment en respect. Et donc oui, c'était un peu chaud aussi, parce qu'on était obligé de repasser par cette plage un peu exposée pour que le Zodiac revienne nous chercher pour nous amener sur le voilier. Donc on espérait que juste il n'y ait pas de bloc qui se détache et qu'on ait le temps de courir assez vite. Il y a de nouveau petit tsunami qui arrive sur la plage. Donc l'Inland 6, c'est le nom de tout le glacier. L'Inland 6, c'est l'autre nom de la calotte glaciaire. Ouais, la calotte. Ouais, et les glaciers en fait sont les bras de la calotte qui arrivent jusqu'au littoral. Et là, c'est l'endroit où tout le monde va voir les chutes de glace. Là, c'est un des 2 glaciers de la région, donc il y a celui qui est vers la ville d'Ilulissat, qui est vraiment juste à côté de la ville et qui est peut-être le plus spectaculaire. Celui-là qui est aussi très très spectaculaire, mais qui est un peu plus loin, il n'y a pas de ville à côté, donc il faut y aller en bateau. Et qui est donc l'endroit d'où partaient les expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor. On voit encore les traces des chenillettes qu'ils utilisaient pour aller traverser la calotte. Et puis on fait quand même des rencontres. On trouve 2 commerces à Kekertak, c'est ça? Kekertak, oui. Qui veut dire île, si je me souviens bien, en groenlandais. Donc voilà. Il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent Kekertak. Ah, Kekertak, d'accord. Outre l'incontournable Pisiniarfik, ça veut dire magasin. Une shop rudimentaire propose des biscuits apéritifs de marque Tuc, des crucifix, des jeux de cartes Penthouse et du Nutella. Même si, du fait des températures, la pâte est dure comme du roc. La patronne est une jeune grand-mère au sourire avenant, cheveux courts, lunettes et bonnes joues suivant la physionomie féminine la plus répandue. Elle s'appelle Hane et elle parle anglais. Vous auriez un moment pour me parler de la vie à Kekertak? Mais bien sûr, mais pas tout de suite. Il faut que je m'occupe de la boutique. On peut se retrouver chez moi dans 1 heure. D'accord. C'est la Maison Blanche en haut du village. Tu peux y aller maintenant, la porte est ouverte. Je suis vautrée sur le canapé cuir en chaussettes chez des gens que je ne connais pas.
J'essaye de transposer la situation à Paris, j'entre chez l'épicier en demandant « Salut, tu voudrais pas me raconter ta vie ?» Ils me répondent « Pas de problème, tiens, voilà les clés, installe-toi chez moi, on se retrouve tout à l'heure. » Inconcevable. Annie revient chez elle sur le quad, piloté par son époux. C'est un couple aisé à l'échelle locale. Malgré la modestie de leur boutique, ils vivent dans la plus haute maison du village et leur baie vitrée donne sur des paysages dont il faut profiter quand ils sont visibles. L'hiver, on ne voit pas le soleil pendant 69 jours. C'est assez long quand même, explique Annie en me tendant une tasse de café. Elle est née à Ilulissat et vit ici depuis 26 hivers depuis son mariage avec Niels, qui, sans surprise, est pêcheur. À Kekertak, on taquine la morue et le flétan qui sont conditionnés dans l'usine du village avant d'être exportés. L'activité fluctue en fonction du climat, le temps change et la vie avec. Dans les années 1980, on était pris par la banquise d'octobre à juin, maintenant c'est de janvier à avril. Ce que Annie constate en bas de chez elle, les scientifiques le mesurent. En Arctique, malgré des variations annuelles, la surface et l'épaisseur moyenne de la banquise ont diminué de moitié en un demi-siècle. C'est un bouleversement pour l'équilibre global de la planète qui présente des avantages locaux à court terme. Les périodes de pêche sont plus longues, certains pêcheurs gagnent mieux leur vie. Le changement climatique n'est pas un sujet d'inquiétude pour la plupart des Groenlandais. Beaucoup le considèrent même comme une opportunité. Alors le changement climatique, je ne voulais pas en faire le thème principal de ce livre, parce que j'avais déjà fait un livre, un récit de voyage, sur un pays qui s'appelle les îles Kiribati, au milieu de l'océan Pacifique, qui sont menacées de submersion par la montée des eaux. Donc je ne voulais pas de nouveau faire un récit centré là-dessus, mais bon, c'était impossible de ne pas en parler non plus, parce que ça fait partie du contexte du Groenland contemporain. Et donc voilà, quelques surprises, parce que l'image qu'on a ici du changement climatique au Groenland, c'est les pauvres Inuits victimes du monde global, du CO2 produit par les pays industrialisés. Et c'est vrai. Mais la perception locale est un peu plus subtile et diverse que ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui considèrent que le changement climatique est pour eux une opportunité, notamment pour les raisons celles-ci, parce que c'est un peuple de pêcheurs, hein, je crois que 75% de l'économie repose sur la pêche. Je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre. Donc voilà, il y a certains endroits où les périodes de pêche sont plus longues, donc plus de sous. Donc comme les Groenlandais sont des êtres humains, ils voient aussi leur intérêt à court terme. Voilà, il y a aussi les gens qui disent oui, le climat a toujours changé, nos ancêtres se sont toujours adaptés au changement du climat, on s'adaptera. Et c'est vrai que c'est un peuple qui a une faculté d'adaptation tout à fait remarquable. Voilà. Il y a aussi un autre truc qui est le fait que le changement climatique et le fond du permafrost du littoral pourrait donner accès plus facilement aux incroyables ressources minières qu'il y a dans le sous-sol du Groenland. Donc là aussi, ils voient les dollars qui pourraient arriver, parce qu'il n'y a pas encore tant de projets que ça qui sont mis en branle. Mais je vais revenir un petit peu sur la géopolitique du Groenland. Vous savez que ça appartient au Danemark, mais qu'ils ont un statut d'autonomie élargi, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre Premier ministre, un Parlement. Ils sont décisionnaires pour beaucoup de choses sur les affaires intérieures et sur les affaires économiques. Donc c'est eux qui sont susceptibles de signer les deals avec les entreprises, les multinationales minières ou pétrolières. Donc voilà, ils voient bien qu'il y a de l'argent qui peut arriver. Et donc j'en discutais par exemple avec des hauts fonctionnaires, des gens éduqués, conscients de tous les problèmes, et qui disaient oui, on sait bien que l'exploitation de ces mines pourrait altérer notre environnement, mais on est un très grand pays, on peut bien sacrifier quelques kilomètres carrés si ça nous permet d'avoir des meilleures écoles et des meilleurs hôpitaux. Voilà, moi je fais que retranscrire ce discours-là qu'on n'entend pas trop vu ici, mais qui est, ça peut être aussi perçu comme ça là-bas. Et autre chose, l'éventuelle arrivée de la manne financière que ça pourrait produire permettrait éventuellement au Groenland de devenir complètement indépendant, parce que là ils ne sont pas tout à fait, ils ne peuvent pas l'être tout à fait parce qu'ils sont sous dépendance financière quand même du Danemark, qui donne beaucoup de subventions, je crois que c'est 500 millions d'euros par an, donc ils ne sont pas prêts pour être totalement indépendants économiquement. Donc ce truc pourrait changer la donne. Au début des années 1920, le cinéaste américain Robert Flaherty plante sa caméra chez les Inuits de la baie Hudson dans le nord du Canada. Le film qui en résulte, Nanook l'Esquimau, est considéré comme le premier long-métrage documentaire de l'histoire du cinéma. C'est un document ethnologique qui, à travers le quotidien rugueux d'une famille, capte le mode de vie des habitants de l'Arctique.
Un peuple sans écriture qui, pour survivre, a développé des compétences époustouflantes, une ingéniosité qui ne peut que forcer le respect. Nanook, l'architecte, construit un igloo muni d'un simple couteau à la glace. Nanook, le chasseur, débusque un ourson dans son terrier, furette en kayak, fort la banquise et guette le phoque, le harpon à la main. Nanook, le père de famille, fabrique un arc miniature pour son fils. Nanook, le commerçant, vend ses peaux de bête au poste de traite où il découvre l'existence du gramophone. Ce film est un poème sur pellicule qui fascina le public occidental et contribua à figer une vision préhistorique de l'Esquimau éternel qui était pourtant déjà en train de disparaître dans sa rencontre avec la modernité. Pour l'anecdote, c'est lors des projections de ce film que l'on commença à commercialiser une friandise faite de crème glacée, enrobée autour d'un bâtonnet qu'on baptisa Esquimau. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est vraiment super, quoi. C'est vraiment une petite merveille. Ouais. Et donc voilà, qui a aussi alimenté notre imaginaire sur le Groenland. Bon, il se trouve qu'au Groenland aussi, on est en 2017, donc il y a toujours des pêcheurs de phoques, mais aujourd'hui ils ont des carabines et des bateaux à moteur. Ils ont des doudounes Nike et puis chez eux ils ont Internet. Donc l'époque de Nanook l'Esquimau est bel et bien révolue là-bas aussi. Et est-ce qu'on peut les appeler Esquimaux? Alors Esquimau est un terme qui est considéré, largement considéré comme étant péjoratif sur place. Donc ils préfèrent le terme Inuit qui signifie être humain, je crois. Je crois que c'est ça. Être humain. Voilà. Mais bon, les gens qui habitent au Groenland sont les Groenlandais. C'est une île métissée parce que bon, ça a été colonisé par le Danemark à partir du XVIIe siècle. Donc il y a des siècles d'interaction avec l'Europe, et notamment dans le sud du Groenland et à la capitale, Nuuk. Voilà, les gens, les physiques sont vraiment métissés. On voit qu'il y a des racines inuites et aussi européennes. Il y a des Groenlandais blancs aux yeux bleus. Voilà, après peut-être le nord que je ne connais pas est peut-être plus typiquement inuit. Mais voilà, il y a une vraie identité métisse avec... voilà, il y a une fierté aussi de l'identité inuite qui est celle des ancêtres. Donc une sorte de reconquête identitaire, et donc il y a des jeunes gens qui sont parfaitement globalisés et qui affichent des t-shirts avec marqué Inuit dessus pour affirmer leur fierté. Qui se déplacent à un chien de traîneau ou... Oui, alors les traîneaux, les chiens de traîneau, c'est un truc emblématique. La plupart des gens ont des motoneiges parce que c'est quand même plus pratique, et de plus en plus, même si dans les villages la culture du chien est encore bien présente. Et pareil pour le kayak, maintenant c'est quasiment folklorique. Il y a encore des gens qui en font, mais on va pêcher avec des bateaux à moteur parce que ça reste beaucoup plus pratique. Ouais, c'est pour le sport, quoi. Voilà. Le kayak. Eh bien, on va continuer. Après des jours de mer et de mouillage dans des coins dénués d'Homo sapiens, notre équipage arrive à Qeqerteshuvaq, avec la ferme intention de prendre une cuite de belle envergure. Et c'est plein d'allons que nous abordons Qeqerteshuvaq. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Hein. Une ville d'un petit millier d'habitants. La seule ville de l'île d'Isco. Une ville malgré tout. Avec ses containers et la rouille de son port, la bourgade n'offre pas le même charme que les villages, mais elle permet de renouer avec des sensations familières comme marcher sur de l'asphalte dans une rue. On y trouvera forcément un restaurant, une taverne, un lieu de perdition quelconque. Pour l'instant, les rues sont vides et les portes closes. Aucun autochtone en vue. Quel jour on est? La mer a perturbé nos repères spatio-temporels. Quel intérêt de nommer un jour alors qu'il suffit de le vivre? On est dimanche, je crois. Non, on est dimanche, au fin fond du Groenland. Nous patrouillons à la recherche d'une forme de vie dans la grisaille. Apercevant un homme, le peintre utilise le langage universel du corps, portant son pouce renversé vers son gosier. Boire, où? Nulle part, nous signifie-t-on. Demain, tout est fermé le week-end. Déception. Et Internet? Pas besoin de mimer Internet, ce qui ne doit pas être si facile. Internet se dit Internet, dans toutes les langues. Je meurs d'envie de faire un tour en ligne pour rappeler à mes proches que j'existe, pour recevoir un message d'amour, une bonne nouvelle ou une facture. Des événements considérables ont pu avoir lieu dans la semaine. Nous sommes peut-être les derniers à ignorer que Tokyo a été rayé de la carte ou que Saint-Étienne a battu le PSG. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été privée d'Internet pendant une semaine. Le carême numérique a des vertus salutaires. On aère son cerveau loin des écrans, mais là c'est bon, j'ai bien aéré et je veux maintenant embrasser ma famille. Notre interlocuteur est navré, il ne sait pas où trouver une connexion.
Ne vous fiez pas aux récits des baroudeurs où les actions trépidantes se succèdent sans relâche. Tout voyage comporte ses temps morts et sa part d'ennui. Ce sont les respirations de l'aventure. C'est vrai que souvent dans les récits de voyage, on raconte que les parties intéressantes du voyage, un peu glorieuses. Souvent on s'ennuie. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait des frustrations, bien sûr. Mais c'est aussi ce qui fait le sel ou les respirations de l'aventure. Et un autre truc, dans cette bourgade-là, on a été très très mal accueillis. Alors, c'est aussi un classique du récit de voyage, une sorte de romantisme vis-à-vis de l'indigène, de l'autochtone, qui est toujours forcément super accueillant, avec des vraies valeurs humaines, contrairement à nous, les occidentaux, dépravés, individualistes, tout ça. Et c'est parfois vrai, mais cela dit, dans tous les pays du monde, il y a des gens formidables et des connards. Et c'est vrai au Groenland, comme à Paris, comme partout. Et donc, par exemple, un petit village, on a été accueillis vraiment de manière formidable. Dans le village d'après, les gens faisaient tous la gueule, ils n'étaient pas contents de nous voir. Et voilà, je crois qu'il faut le dire aussi pour ne pas céder à ce romantisme qui est un peu un exotisme de pacotille en disant que tous les locaux sont forcément formidables. Non, ce sont des gens. Et les gens, c'est partout pareil finalement. Cela dit, il y en a quand même pas mal qui t'ont invité à boire le café. Hein. Oui, mais après, voilà, dans la plupart des pays du monde, c'est si on se comporte bien, si on arrive avec du respect et un minimum de politesse, les gens vous ouvrent la porte la plupart du temps. La plupart des gens sont curieux de l'étranger. Alors surtout dans les endroits un peu reculés où on n'a pas trop accès au reste du monde. C'est vrai que si je vais à Tokyo et que je tape à la porte en disant salut, j'ai envie de discuter avec toi, ça va pas forcément marcher, alors que dans la campagne japonaise un peu plus. Et encore plus au Groenland vu que la caractéristique de ce pays est quand même d'être assez isolé. Mais il commence quand même à avoir des touristes. Oui, il y a du tourisme, mais il y en a de plus en plus, du tourisme de croisière notamment. Donc, des gros bateaux, tu veux dire? Oui, voilà. Et donc c'est pas encore du tourisme vraiment massif, mais parfois dans un bled de 1000 habitants ou de 800 habitants, il y a 1000 retraités américains qui débarquent d'un coup. C'est violent quand même. Et voilà, donc ça c'est la partie du tourisme qui est peut-être la plus caricaturale. Après bon, tout le monde a le droit de voyager, hein. Moi je jette pas la pierre au tourisme de masse malgré tous ses défauts, parce qu'il a aussi un intérêt, des qualités, ça fait vivre les pays. Même si ça dénature un peu la culture parfois. Enfin bref, c'est un sujet complexe et je préfère pas être manichéen sur ce point-là. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Discutons. On était au Maximut il y a 2 semaines. Ouais. Voilà. Ah oui. D'accord. Ça vous a plu? Pour ski, j'ai adoré. C'est le plus beau pays du monde. Ah ben on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et donc vous avez fait un parcours... On a skié. D'accord. À l'est et puis après à l'ouest. D'accord. Ski de rando. Non. Il ne faut pas dire. Pas écologique, un ski pas écologique. Ah d'accord. Mais c'est somptueux. Ouais. Et moi j'ai pas eu le temps et l'opportunité de faire ça, c'est-à-dire de rester longtemps, plusieurs jours. Ça d'aller tout là-haut dans les montagnes, On est tranquille hein, là-bas. Il n'y a pas grand monde. Mais c'est un choc quoi. Et oui, parce que le Groenland, qui est grand comme 4 fois la France, donc, a 57 000 habitants, je crois. Ouais. Donc on peut faire tenir la population dans un là, stade. Il y avait 300 personnes, Ouais. dans des villages de 300 personnes. Les seuls Européens pratiquement. Et Quel choc. l'autre particularité, c'est que les villages des foyers de population sont assez éloignés des uns des autres. En fait, il y a 4 vraies villes au Groenland avec quelques milliers d'habitants, et le reste, c'est des petites communautés comme ça de quelques centaines d'habitants. Mais il n'y a pas de route au Groenland parce qu'il y a de la glace. Donc pour se déplacer d'un endroit à un autre, soit on est courageux et on fait du ski ou du chien de traîneau, mais pour aller d'une ville à une autre, il faut prendre l'avion ou le bateau. Et donc ça contribue à l'isolement aussi, parce que les gens qui n'ont pas trop d'argent ne peuvent pas forcément se payer un billet d'avion. Et donc il y a des gens qui naissent dans leur village et qui y passent leur vie et qui n'ont pas peu d'opportunités de partir, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des Blancs comme nous qui se sont installés là-bas et qui vous ont fait part de leurs expériences? Parce que je suis allée au Groenland pour faire du kayak de mer, donc là c'était en été,
Et puis je suis Dans la baie de partie- Disco aussi ou Non, on était sur la partie sud-est. D'accord. Donc, Ouais, que j'ai pas vu. voilà. Et puis je suis partie aussi en terre de Baffin. Donc on est aussi chez les Inuits, Ouais. mais donc c'est un peuple Kirkoum polaire, comme dit le célèbre ethnologue Jean-Marie. Mais là, on est tombé hébergé dans le seul hôtel d'un petit village d'Arjoac par un Canadien qui parlait donc français. Et c'était très très curieux d'avoir son son de cloche. Parce que je lui ai demandé, mais comment on fait pour être avec tous ces Inuits qui t'entourent? Et c'était pas évident pour lui. Voilà, donc on rencontre de drôles de personnes. J'ai rencontré ce genre de profil, des Européens Oui. qui vont là-bas, qui tombent amoureux du pays, qui décident d'y faire leur vie et de vivre souvent dans un mode de vie qui est assez proche de la tradition inuite. J'ai notamment rencontré une femme, Assis Inuit, qui a épousé un Groenlandais. Maintenant elle est veuve, mais en fait c'est une Danoise donc. Blonde aux yeux bleus, grandie au Danemark, et elle vit depuis 20 ans à Sissinut, et elle est chasseuse, elle a son traîneau, elle a ses chiens, et elle vit plus le mode de vie groenlandais que la plupart des Groenlandais. Et il y en a d'autres comme ça, il y a Nicolas Dubreuil, qui est un Français qui a écrit quelques livres sur le Groenland, où il vit la moitié de l'année, où il a une cabane dans le nord, donc lui c'est un vrai aventurier. Et donc il y a plusieurs profils comme ça, et il y a ce côté quand même un peu paradoxal. Des Occidentaux qui décident d'aller vivre et entretenir, peut-être même sauver une tradition qui est pour une tradition d'adoption. Et vraiment ils se battent pour faire vivre le mode de vie traditionnel. Et à côté de ça, la plupart des Groenlandais, ils n'aspirent qu'à la modernité occidentale. Ils sont pas, les gamins, ils sont sur leur smartphone et sur leurs jeux vidéo, ils sont pas forcément intéressés par le kayak de leur grand-père, quoi. Donc voilà, il y a cette espèce de double mouvement qui tendrait à prouver que l'être humain n'est jamais satisfait et qui veut toujours ce qu'il n'a pas. Mais oui, il y en a plusieurs. Il y a ceux que j'ai rencontrés, des Européens installés là-bas, mais il y en a d'autres que j'ai pas rencontrés, mais qui sont assez connus, notamment un mec à Ilulissat qui s'est spécialisé dans la conduite de chiens de traîneau et qui fait des trips sur la banquise absolument incroyables. Peu de Groenlandais savent le faire aujourd'hui, je crois. À l'endroit où vous étiez, est-ce qu'il y a aussi des Danois, puisqu'on va être obligé de les appeler comme ça, qui font du nomadisme pour, par exemple, comme le dentiste qui vient soigner les personnes tous les mois, le juge qui vient rendre la justice tous les mois? Non, j'ai pas lu ça. Si, j'ai rencontré une procureure danoise qui était basée à Nuuk, la capitale, mais qu'on a rencontrée à Asiat, qui est une autre ville où on avait eu un petit démêlé avec la population locale pour une sombre histoire de lignes de pêcheurs coupées par notre bateau. Les mecs voulaient un peu nous égorger, donc il y a la police qui est intervenue. Ça s'est très bien terminé par une franche poignée de main et un petit dédommagement financier. Mais donc effectivement, oui, il y avait le procureur ambulant qui était venu, qui était là. Mais sinon, oui, il y a pas mal de Danois dans les villes, donc principalement à Nuuk, la capitale, et à Sissimut, qui est la deuxième plus grande ville. Il y a des gens des fonctionnaires, des gens qui vivent et travaillent là-bas. Et oui, puis aussi des gens qui ont décidé de faire leur vie là-bas et qui aimeraient se considérer comme Groenlandais, mais qui ne sont jamais vraiment considérés comme Groenlandais par les Groenlandais, alors que les mecs peuvent vivre là-bas depuis 50 ans, ils ont fait leur vie. Comme à Chamonix. Les descendants d'Éric le Viking, il y en a aussi? Mais non, ils sont tous morts. Ah oui, ils sont tous morts. Vous savez, le premier peuplement européen du Groenland, c'est à la fin c'est vers 985. Éric le Rouge, qui est donc un chef viking, je fais l'histoire rapidement, qui a découvert, entre guillemets, la pointe sud du Groenland et qui a fondé une colonie
qui a accueilli, je crois, jusqu'à 5000 personnes, donc c'était quand même assez important et qui a survécu quelques siècles avant de disparaître dans des conditions un peu mystérieuses. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Voilà, et après le Groenland a été oublié des Européens pendant quelques siècles jusqu'à la conquête, la colonisation par les Danois au XVIIe siècle. Pourquoi on s'est mis à parler de ça? On parlait, oui, des étrangers. Des étrangers. Pour être groenlandais. Donc le premier Européen, c'était Éric Leroux. Parce que Il y les a quand même Groenlandais longtemps. sont-ils vraiment groenlandais finalement? On se demande s'ils viennent pas non plus de... Ils n'ont pas traversé la mer? C'est pas... Bah, les premiers peuplements, c'est des gens qui viennent, ça c'est attesté par les anthropologues et paléontologues, qui viennent de l'extrême-orient asiatique, qui sont passés par le détroit de Bering il y a 12 000 ans à l'époque où on pouvait le franchir à pied, voilà, qu'on peuplait le nord du continent américain. Il y a ceux qui sont descendus jusqu'au Cap Horn et il y a ceux qui ont continué en suivant le gibier, déjà en fonction des changements climatiques et qui, au bout de quelques milliers d'années, se sont installés dans le nord du Groenland. Sacré périple. Profitez-en. Alors qui est déjà allé au Groenland là Chamonix, c'est un peuple d'aventuriers, de voyageurs. et qui a envie d'aller au Groenland? Je vous ai donné un peu envie. C'est cher. Oui, voilà. C'est un voyage formidable, mais c'est cher. Il faut prendre quelques avions, et puis comme il n'y a pas de route, on ne peut pas louer une voiture et puis se promener. Le camping, c'est possible, mais... C'est bien existant. Voilà. Bon après, quand on y va en été, il ne fait pas si froid que ça. Nous, à terre, on avait des températures l'été entre 0 et 10 degrés, donc c'est très très supportable. Après, en mer, il faut mettre un peu sa petite laine quand même. Mais il y a une voilà. infrastructure, il y a des hôtels, il y a quelque chose. Il y a quelques hôtels dans les villes, tout est excessivement cher là-bas parce que tout est importé. Et puis voilà, c'est le Danemark, hein, donc c'est des pays très chers. Déjà. Le climat, l'air est sec, il C'était sec, plutôt à l'époque où j'y suis allé. Donc c'était au mois d'août, donc on avait des nuits assez courtes, mais j'aurais bien aimé aller au mois de juin, au moment où il n'y a pas de nuit du tout, quoi. Et ça, c'est une expérience quand même à vivre, Vous n'aviez pas de nuit? de voir le soleil qui se couche pendant des heures, c'est-à-dire qu'il descend sur la mer, il affleure à la surface, et tu te dis, bon, bah, c'est bon, dans 10 minutes, il fait nuit, mais non, il insiste, il reste là, il reste là, il reste là. Et donc ça donne vraiment, c'est incroyable à vivre pour la première fois, parce que ça change la perception du temps, en fait. Et puis voilà, le soleil finit par se coucher quand même, et puis il se relève 4 heures plus tard, donc on est un peu chamboulé, et ça doit être aussi une sacrée expérience de vivre l'hiver, quoi, la nuit polaire, comme disait ma camarade à Kekartak, on voit pas le soleil pendant 69 jours. C'est long. C'est vrai que ça doit pas être forcément facile, mais ça doit être une sacrée expérience de vie aussi. Donc voilà, il y a un rapport au temps et à l'espace qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître ici, parce que c'est une géographie qu'on connaît pas, enfin, qu'on n'a pas expérimentée quand on n'y a pas vécu. Et une nature puissante, comme ici. Ah oui, là, bon, ça c'est vrai en montagne. Hein. Ouais. Mais là-bas, vraiment, ces icebergs, c'est un truc de dingue.